La plus grande fourchette du monde. Hé, hey, Targo. Ah non. Oh, waouh, peut-être. Tout ça, c'est jamais que des prétextes pour acheter des jolies robes dans tous les pays. Et vous la trouvez comment, la balinaise? Bonjour Julie. Bonjour Philippe. Ah, on va dire qu'avec vous, c'est une artiste, mais hors norme que nous recevons aujourd'hui. Vous êtes notre première cuisinière. Je suis très flattée. Alors moi, je me retrouve pas du tout dans le mot artiste, mais... Comment vous jouez du piano? Ah oui, oh là là, ça commence fort. Oui. Je joue du piano, c'est vrai, mais voilà, je considère pas que mon travail soit un travail artistique, mais créatif sûrement. Admettons que vous ne soyez pas artiste, mais vous n'êtes pas non plus cuisinière. Non, mais je dis ça, c'est pas pour faire un bon mot, c'est parce que j'ai trop de respect pour ce que je considère être les artistes, pour me prétendre moi artiste. D'ailleurs, par extension, on peut se poser la question de savoir si les chefs en sont. C'est vrai que j'ai eu la chance de fréquenter des gens dont je peux considérer ils ont vraiment créé des plats. La création, elle est quand même très ténue avant de pouvoir prétendre créer quelque chose, parce que nous, on recycle. Si tant est que je me mette dans la catégorie des chefs, on recycle, on est évidemment inspiré par beaucoup de choses, et puis ça vient pas ex nihilo. Mais il y a eu, je me souviens de Michel Brasse que j'ai eu l'occasion de rencontrer et avec lesquels j'ai pu, je dis lesquels parce que c'est une vraie tribu, vivre pendant quelques jours. Michel Brasse, il a inventé le fameux coulant au chocolat qu'on retrouve dans le monde entier. Là, il y a une vraie invention culinaire, et au-delà de ça, il y a un travail artistique qui s'inspire de la nature, qui s'inspire des sons, qui s'inspire des couleurs. C'est d'ailleurs un très bon photographe. Il y a une vraie veine artistique. On va découvrir Moi, je votre crois pas. carrière. Hein, ça fait quand même 12 ou 13 ans que vous faites vraiment carrière. Hein, vous êtes vraiment... Vous avez des mots à la lourds, radio. hein, carrière artistique. Moi qui ai toujours l'impression de faire ça comme l'oiseau sur la branche. Oui, carrière. Mais alors, Une petite question. Quand on est jeune et joli comme vous, et c'est pas flatteur, hein, je laisse les gens juger, merci. c'était plutôt un handicap. Ah oui, peut-être. Peut-être. Bien qu'à la fin, je pense que ce soit plutôt un avantage. Ça s'est Par prouvé rapport à aujourd'hui. Maïté? Oui, non, mais en tout cas, par rapport à ce qui était existant à l'époque. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, moi, ça fait donc, j'ai 35 ans aujourd'hui, j'en avais 22 à peine. Oui. La cuisine, en tout cas en France, c'était la gastronomie, donc les grands chefs, et c'était le terroir, Maïté, entre autres. En tout cas, pour ce qui est de ce qu'on en percevait d'un point de vue médiatique. Il n'y avait absolument pas d'autre voie. Et moi, involontairement, ou tout simplement parce que j'étais incapable de m'exprimer sur un autre terrain, j'espère ouvert un petit peu une voie avec d'autres, qui était la voie d'une cuisine plus urbaine, plus légère, plus féminine, plus décontractée, plus facile. Comment vous êtes arrivé à la cuisine? Maman, tout le monde le sait, c'est Nicole Courcelles. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais je le dis volontiers. Elle a commencé comme vous, quand même très très jeune. Elle a commencé à 17 ans, très jeune, ouais. 17 ans. Plutôt que moi C'est encore. Rendez-vous de juillet. Rendez-vous de juillet, premier film. Jacques Ouais, Becker. Jacques Becker, c'est pas rien. Ah, c'est pas rien, Ouais, non. ouais. Et vraiment, elle y était éblouissante. J'ai même lu au passage, dans vos livres à vous, que c'est à ce moment-là qu'elle a changé de nom. Oui, elle a pris le nom de son personnage, Christine Courcelles. Parce que Becker lui a dit, t'as pas un nom de cinéma, ce qui est toujours sympathique, vu que moi je l'ai gardé. Enfin, ne faisant pas de cinéma, mais bon, on pourrait faire l'amalgame. Et donc, elle, un peu comme ça, à tout hasard, elle a chopé Courcelles et c'est devenu Donc Courcelles. Andrieux, c'est le nom de maman. Donc Andrieux, c'est mon vrai nom et c'est son vrai nom à elle. Ouais. D'accord. C'est le nom de maman puisque j'ai pas été élevée par mon papa et maman a décidé de me donner son nom. Pourquoi vous n'avez pas été élevé par le papa? Parce que Nicole est une maîtresse femme, quand même. Hein, on va dire, c'est ce qu'on appelle des Oui, guerrières. enfin là, elle n'a pas eu le choix. Il l'a quand même quittée à ma naissance. Donc il y a un moment où il faut faire avec ou sans. Hein, Elle n'était peut-être pas vivable. Oui. Ah, ça, c'est certain. Elle était très difficilement vivable. Je l'adore. C'est une personne d'une très, très grande qualité humaine, morale, d'une grande générosité, d'une très grande sincérité, ce qui est pour moi une qualité essentielle. Mais elle n'est pas facile à vivre. Voilà. Et je pense aujourd'hui, et je le lui ai dit, je l'ai dit aux deux, que mon papa a fait le bon choix. C'est plus facile à dire pour moi aujourd'hui que pour elle à l'époque. C'est exact. Ce que vous écrivez, j'imagine, c'est vrai. Qu'elle n'a pas voulu que vous connaissiez votre papa avant d'avoir 8 ans.
Elle n'a pas voulu. D'abord, il fallait encaisser quand même la séparation, ce qui n'était pas évident, parce que c'était vraiment pas de son fait. Donc, elle a dit à mon père, écoute, tu retournes au bercail. Mon père était marié, hein, ça arrive, mais là, comme maman était quelqu'un de public, voilà, ça s'est su assez vite, donc je peux me permettre d'en reparler. Et il avait déjà un enfant, il avait déjà donc une femme. Il est retourné auprès de sa femme, avec laquelle il vit toujours aujourd'hui. Et elle lui a dit, bon, bah, laisse-moi élever ma fille, j'ai pas envie de la perturber, tu seras pas auprès de nous, donc je vais l'élever, elle saura que tu existes, je vais tâcher de lui donner la meilleure image de toi. Mais voilà, on va aller jusqu'à l'âge de raison, donc je crois que c'était 7 ou 8 ans, et puis on verra plus tard ce qu'elle a fait. Votre meilleur souvenir d'enfant, en ce qui concerne la cuisine de maman, vous dites, c'est le plateau télé du samedi soir. Ah ouais, avec des spaghettis qui étaient cuits de 20 minutes au bas mot, et avec une sauce, on n'a pas le droit de citer de marque, mais donc industrielle, mais que j'adorais, hein, au demeurant, j'adorais, et du fromage râpé, du gruyère râpé. Mais maman, oui, c'était pas son truc. Elle avait lutté toute sa vie contre les kilos, donc elle était un peu fâchée avec la nourriture. Ce dont je pense j'ai un peu hérité et dont je me suis débarrassée grâce à mon métier. Et donc, ouais, il y avait plein de symboles derrière l'alimentation. D'abord, c'était à mon avis un asservissement aux tâches ménagères dont elle s'était débarrassée très jeune. Et parce que c'était une époque où il y avait encore des révolutions à faire de ce point de vue-là. Aujourd'hui, un peu moins grâce à cette génération. Donc, pas de cuisine parce que c'était un truc de bonne femme. Et que maman, c'était, comme vous le disiez, une maîtresse femme, une frondeuse, quelqu'un qui s'est assumé très jeune, très tôt. Et donc, elle avait d'autres chats à fouetter que de faire la cuisine. Et c'est pas, par exemple, un enfant qui a été très curieuse de la nourriture. Ce qu'elle aimait beaucoup, c'était les hamburgers, mais comme tous les gosses, parce que ça venait d'arriver, quand même Julie est née en 74. Son rapport à la cuisine quand on était ado, je m'en souviens très bien parce que c'était une catastrophe. Vous avez pesé 70 kilos. Eh ben oui. Bah non, mais j'en fais pas 50, hein, je suis plus proche du 60, mais c'est vrai que j'en ai, je suis montée jusqu'à 70 kilos, mais parce que, d'abord, je suis grande. Vous mesurez combien? 78, donc ça va, c'était pas encore délirant. Donc 70 kilos, ça ne devait pas se voir. Non, j'étais bien en chair, mais bien en chair, tout le monde me dit, t'étais très jolie, moi j'étais super complexée parce que j'estimais que j'avais des kilos en trop, et puis surtout que j'en avais gagné très vite en faisant des régimes, ce que je raconte dans le livre. J'ai rencontré Jean-Marie Perrier par ma tante, Danielle Lévy, qui est la mère de Marc Lévy, dont on reparlera peut-être un jour. On a discuté et je lui ai dit que je rêvais d'être photographe. Et donc, on est resté en contact, il m'a aidé, il m'a offert des boîtiers, des appareils photo. Et donc, il a vraiment développé ma première passion, la première. Julie, donc, 17 ou 18 ans, peu importe, un jour, tout de même, vous tombez vraiment... Vous allez vivre chez Jean-Marie. 20 ans, entre 19 et 20 ans, ouais. Grand photographe. On se rencontre, on tombe amoureux, et puis je m'installe chez lui le lendemain. Ça, c'est Jean-Marie. Hein. Et puis Jean-Marie comment on peut dire, m'ouvre, m'éclaire sur le plaisir de manger, le plaisir de la table, cette sensualité-là, parce que c'est un bon mangeur, hein, comme un vrai Français, quoi. Et donc, il m'entraîne au bistrot, parce que moi, je n'allais que de régime en régime. J'avais en fait une relation avec la nourriture comme d'une ennemie pour moi. La nourriture, c'était quelque chose qui était un peu diabolisé. Que vous allez apprendre, et bien apprendre, de Jean-Marie Perrier, c'est que quand vous arrêtez vos régimes, vous arrêtez le yo-yo. Je maigris même. Je maigris, je me stabilise, je commence à avoir une relation pacifiée avec la nourriture et surtout, je comprends que le secret, c'est d'y prendre du plaisir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a du plaisir, il n'y a plus de frustration, il n'y a plus de compensation et j'apprends à ce que c'est que la satiété. Tout simplement, je mange normalement. Mais il y a un mot qui vous met en pétard. C'est quand on dit que vous avez un côté anorexique. En réalité, vous dites, moi, j'ai été anorexique en même temps que j'ai été boulimique. Absolument. Je suis passée par des périodes d'anorexie-boulimie et c'est ça qui m'a fait grossir, justement. Donc, oui, non, ça me met en pétard parce qu'aujourd'hui, c'est loin derrière moi, mais je peux en parler parce que je l'ai vécu et que, malheureusement, je reçois des témoignages et je constate autour de moi beaucoup de ces dérapages chez des jeunes filles et ce dérèglement alimentaire qui, malheureusement, est quand même très répandu. Donc, c'est mes secrets pour garder la ligne. Et ce qu'on vient de raconter en quelques mots, là, c'est une très, très belle histoire et une très, très belle démonstration du fait que quand on aime manger, on ne grossit pas. Absolument.
Pourquoi faudrait-il que systématiquement la cuisine légère soit une punition? Alors moi, pour faire rimer plaisir et mincir, je prépare du guacamole, mais oui, sauf que je remplace l'avocat par du brocoli. Le guacamole, on aime tout ça, ou presque, et évidemment, c'est un petit peu gras parce que l'avocat lui-même est très riche en matières grasses. Alors moi, j'utilise un demi-brocoli, 250 g de fleurettes, c'est comme ça qu'on appelle ces petites sommités de brocoli, et je vais les faire bouillir pendant à peu près 6 minutes. Un oignon frais, s'il vous plaît, de la sauce piquante, quelques gouttes, et enfin l'huile d'olive, une grosse cuillère à soupe, on va dire. Maintenant, je vais mixer tout ça avant l'apparition du brocoli dans la course. Maintenant, je n'ai plus qu'à rajouter mes brocolis. Entre nous, si vous avez la flemme d'aller au marché, ça marche très bien avec des brocolis surgelés. Alors, je mets tout ça dans le bol du mixeur et c'est presque prêt. Ça me paraît pas mal. Qui pourrait croire qu'il s'agit là de guacamole allégé. Et la deuxième chose que vous a finalement apprise Jean-Marie Perrier, qui Entre autres. a eu quand même a eu une grande importance dans votre vie professionnelle, c'est que autant ça vous réussit pas tellement le photojournalisme, vous l'avez été un peu. Oui, en tout cas, j'ai pas été très assidue parce que j'ai abandonné, mais j'ai abandonné en grande partie influencée par Jean-Marie, paradoxalement. Et à côté de ça, c'est lui qui vous dit mets-toi au fourneau. Non, non, il me dit absolument pas mets-toi au fourneau, ce serait un peu violent quand même. Non, il se rend compte, non, ça vient pas forcément de lui au départ. C'est-à-dire que je me cherche après avoir abandonné la photo qui était vraiment une passion. Je développais mes films, je tirais mes images dans une chambre noire, enfin. Et puis bon, je décide que finalement c'est pas la bonne voie, chose que je ne regrette pas pour plein de raisons, parce qu'il y a peu de marchés. Moi, je voulais être Cartier-Bresson ou rien. Bon, j'avais plus de chance d'être rien. Grand porteur en plus, déjà Grand voyageuse. porteur, ouais. Donc... Et je pense que Jean-Marie s'est dit non, maintenant que j'ai trouvé une nana qui semblait lui correspondre, elle va pas en plus commencer à courir l'Afghanistan ou je ne sais quoi, le Kosovo à l'époque. Donc il a réussi à me décourager. S'il m'a découragé, c'est que c'était pas une vraie vocation. Et donc je me cherche un peu. Je passe 2 ans à faire de l'immobilier où je m'emmerde, pardon, mais c'est vraiment ça, sans sou de l'heure. Et puis je me rentre de plus en plus tôt à la maison et je me dis qu'est-ce que je pourrais faire? Pourquoi pas la cuisine, puisque Jean-Marie adorait manger. Je crois que ça part d'une générosité parce qu'au fond c'est une façon formidable de donner, de faire la cuisine. Enfin, c'est un acte gratuit extraordinaire d'ailleurs, parce que c'est périssable par essence même. Hein. Et je crois que c'est d'abord pour donner et puis pour créer un contact. Voilà. Julie, c'est quelqu'un qui aime réunir tout le monde et réunir tous les gens qu'elle aime. Et la cuisine, ça devait lui paraître tout indiqué pour ça. Je ne savais rien faire du tout. On m'avait rien appris, évidemment. Maman m'avait pas transmis comme on en a parlé. Et donc, je me suis essayée à 1 ou 2 recettes en prenant des livres de chefs. Et ça a marché plus ou moins. Enfin, la première, c'était une terrine de foie de volaille de Michel Guérard. La première n'était pas terrible, la deuxième était meilleure. Et la troisième, c'est sa sœur Anne-Marie Perrier, qui un jour est venue à la maison, qui pour moi représentait l'autorité, la femme accomplie, qui m'a dit « C'est formidable ce que tu fais ». Rédactrice en chef du Elle, directrice de la rédaction du journal Elle, elle me dit « Mais c'est formidable, c'est incroyable que tu aies réussi ça ». Et tout d'un coup, je me sens valorisée par cet exercice. Et la machine s'emballe et ça correspond à beaucoup de choses en moi. Ça correspond à ce trouble alimentaire. Ça permet de le résoudre, mais je ne m'en rends pas compte à l'époque. Et donc, je me construis une sorte de langage culinaire, mais plus loin que ça, un langage alimentaire. Et là où un jour elle m'a absolument scotché, c'est qu'elle m'a fait une terrine de foie de volaille, mais avec des foies entiers, avec ça d'Armagnac, enfin un truc d'homme, quoi. Ça a pris des proportions incroyables parce qu'elle a commencé à se passionner pour ça. Alors la cuisine, ça devenait un chantier, elle n'arrêtait plus de faire que ça toute la journée. Elle découpait partout des recettes, que ce soit dans les journaux, même dans les livres. Elle a commencé à acheter des livres de cuisine un peu partout, elle les chinait. Comment on devient pro à la télé? On devient pro à la télé parce que d'abord, il faut être honnête, j'avais quand même quelques entrées grâce à ma maman, sans doute, quelques connaissances et puis aussi quelques facilités parce que ça m'a jamais impressionnée. Donc pour moi, à partir du moment où j'ai eu envie de faire de la cuisine, je voulais être critique gastronomique, ce que j'ai réussi à être à la faveur d'une rencontre avec Claude Lebet, qui était un grand éditeur, qu'il est toujours, et qui dirige le Guide Lebet.
qui a trouvé assez incongru et amusant à la fois qu'une fille qui avait aussi peu le profil, à tous les points de vue, d'un point de vue atavique et d'un point de vue physique, s'intéresse à la cuisine. Donc il m'a dit, il était gonflé. Il m'a dit, si vous voulez être critique gastronomique, je vais vous envoyer faire 2-3 restos. On va voir si vous savez manger. Je me souviendrai toute ma vie de cette expression. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais ça voulait dire sans doute apprécier et savoir en parler. Mais aujourd'hui, vous le savez. Je sais manger. Je sais écrire une critique gastronomique en tout cas. Je suis fière du fait qu'elle respecte les plus grands. Claude Lebé, c'est le premier qui a cru en Julie et qui lui a fait écrire des chroniques. Elle a au niveau de l'écriture les mêmes qualités qu'au niveau du goût et de l'imagination en matière de cuisine, c'est-à-dire qu'elle est de son temps. Et donc, il m'a gardée. J'ai fait pendant 10 ans de la critique auprès de lui. Et puis, parallèlement, il m'a proposé d'écrire des livres, dont un premier livre qui s'appelle « La cuisine de Julie ». La seule consigne, c'était de faire les recettes que je faisais pour mes copines et mon mec. C'était le sous-titre, 100 recettes pour mon mec et mes copines. Et surtout, de ne pas employer la terminologie des chefs. Parce qu'il voulait un livre qui soit, et c'est là où je parlais d'une voix différente qui s'est ouverte, qui n'était pas le langage des chefs, pas le langage de la cuisine traditionnelle et roborative. C'était une cuisine plus contemporaine. Et de toute façon, j'aurais été incapable de l'utiliser, cette terminologie, parce que je ne la connaissais pas. Les chroniqueuses culinaires, parce que surtout des femmes qui font les chroniques culinaires, s'intéressaient pas du tout à ce qu'il y avait dans les frigidaires, dans les réfrigérateurs et dans les placards et dans les congélateurs. Et donc, elle a été la première. C'est la recette idéale pour le lundi, quand on n'a pas eu l'occasion d'aller faire son marché, parce qu'une fois qu'on connaît les bonnes proportions de base, on peut y mettre tout ce qui reste dans nos placards. Je pense que Julie, elle est arrivée dans ce milieu où il y avait beaucoup de règles, très décomplexée parce qu'elle ne vient pas de ce milieu et qu'elle ne connaissait pas ce milieu et que c'était totalement inattendu. À peu près 800 grammes, ça fait 4 gros oignons. Et deuxième ingrédient indispensable, des lunettes de plongée. Il y en a là-dedans. Vous dites que depuis le début, vous avez des gens qui, pour vous, sont des chefs, Oui. qui sont des idoles pour vous. Vous avez parlé de Michel Guérard tout à l'heure. À Michel, c'est idole, j'aime pas trop ce mot-là, mais je dirais que c'est un éclaireur, c'est un guide, aussi bien d'un point de vue technique, parce qu'il a écrit, à mon avis, un des livres les plus précieux pour apprendre les bases de la cuisine, qui est la cuisine gourmande, en tout cas la première partie qu'il a coécrit avec sa femme Christine, où on explique ce que c'est qu'une cuisson, toutes les modes de cuisson. À partir de là, on peut tout faire. Parce que moi, j'aime pas l'anecdote de la recette. Je trouve que finalement, la recette est souvent restrictive. Faut dépasser, il faut comprendre pourquoi on cuisine, il faut comprendre pourquoi on choisit de cuire par réduction, par concentration. Donc là, vraiment, Michel m'a aidée. Au-delà du fait que c'est sa recette qui a ouvert ma voie, la recette de la terrine de foie de volaille. Après, j'ai eu la chance de travailler avec lui, de le rencontrer, puis de produire un documentaire sur lui. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'accompagne depuis longtemps et qui, au-delà de son grand, immense talent de cuisinier, qui s'est prouvé, est un homme absolument charmant à vivre et à fréquenter, et d'une grande culture et d'une grande élégance, beaucoup d'humour. Voilà, ce qui est rare quand même. Donc c'est quelqu'un d'important. Moi, j'ai besoin d'admirer dans ma vie. Et Michel, il a ouvert les consciences à l'idée de bien manger, mais tout en étant raisonnable dans les... pour le poids, quoi. Ça m'intéresse aussi, moi, parce que je surveille ma ligne. La grande cuisine minceur. Et moi, je prendrais des leçons de piano. Ok, avec plaisir. Lebé, non seulement il vous en va faire quelques recettes, mais vous allez travailler, vous allez collaborer à ses guides. Je ne suis pas la seule, hein. Il y avait toute combien une équipe. de temps? Je vous ai dit à peu près 10 ans. Il m'a confié la rédaction d'un guide sur le chocolat, où nous devions, avec une équipe, tester les chocolats de tous les plus grands chocolatiers artisanaux de France. Et ensuite, je devais rédiger les critiques. Je pense que c'est l'exercice stylistique le plus difficile que j'ai jamais fait, parce qu'il y avait 180 maisons de chocolatiers. Et il fallait que je fasse la critique de 3 chocolats à chaque fois et trouver des mots différents, des qualificatifs pour le fourrage, la couverture. C'était un enfer, mais formateur. Et après, Claude a continué à être mon éditeur. Donc, il y avait ces 3 volets-là. D'accord. Je vais faire de la provocation. Allez-y, j'ai l'habitude. Vous êtes complètement illettré. Oui. Et vous êtes J'ai passé mon bac mention bien, monsieur, quand même. Hein. Oui.
Mais vous arrêtez au... Enfin, j'ai arrêté là. Et vous arrêtez là. Ouais, j'ai arrêté là. J'ai bien dit que c'était de la provoque. Ouais, mais j'assume. Non, mais J'étais donc, incapable non, de mais continuer. ça vous étonne pas ce plaisir d'écrire? Non, parce que j'ai passé un modeste, très modeste bac littéraire, mais déjà j'aimais bien ça et j'ai toujours aimé écrire et j'aime beaucoup lire. Après, chacun fait ses choix. Hein. Moi, j'ai pas la télé à la maison, je devrais pas le dire parce que si les gens qui m'emploient le savent, mais j'en fais trop pour la voir et pour la regarder. J'ai pas le temps, ça me saoule. Voilà. Et j'adore la radio, par exemple, j'adore lire, j'adore écouter de la musique. Donc, quand je rentre chez moi, c'est plus ça qu'autre chose. Donc, je me suis rattrapée comme ça et j'aime bien. Je le vois avec Thierry Marx, qui est un cuisinier que j'admire beaucoup et sur lequel je suis en train de produire et de co-réaliser un documentaire. Et Thierry, c'est alors peut-être encore pire que moi, parce que lui, il a pas passé son bac, il a été élevé dans une banlieue très très modeste et il a été toujours très frustré de ce manque de culture. Et il s'est rattrapé, il a énormément lu, beaucoup plus que moi. C'est un garçon très cultivé et je suis toujours fascinée de cette revanche que prennent les illettrés, comme vous dites, certains en tout cas beaucoup, et qui ensuite voilà, vont encore peut-être plus loin que ce qu'on leur aurait inculqué à travers des études plus normées. Comment vous est venue l'idée de Tout un plat, qui doit être votre première émission et qui était sur Téva? Je me rappelle très bien son premier pilote. Bonjour! On va acheter ensemble de quoi préparer une blanquette, mais une blanquette de Lot. Et vous dégustez. Je lui ai dit des choses après, je lui ai dit, bon, tu manques de ci, tu manques de ça, mais en moi-même, je me disais, oh là, il y a facilité quand même. Hein. Alors vous voyez, le desayuno espagnol n'a pas grand-chose à voir avec notre petit déjeuner national. Ici, on sort, on ne reste pas chez soi, on va dans un bar à tapas. Il est 9 ou 10 heures, pas trop tôt. Faut pas oublier que les Espagnols sont de joyeux fêtards. Et puis on commande une tostada. C'est du pain toasté, jusque-là, rien de spécial. Sauf qu'ici, ils l'arrosent d'huile d'olive. On y va généreusement. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous emmener tout de suite sur la patrie de l'huile d'olive. C'est à Baena, à quelques kilomètres de Cordoue. C'est là qu'on fabrique une huile d'olive très raffinée, très pure. Elle est présente sur les tables des plus grands restaurants du monde. Et elle est si précieuse qu'elle est commercialisée en bouteilles cachetées et numérotées, comme un grand vin. Suivez-moi, sous le soleil exactement. Vous voulez que je vous raconte l'histoire pour de vrai? Oui. En fait, c'est pas cette idée que j'ai eue. L'idée, c'est celle que j'ai mise ensuite en application à travers Fourchette et Sac à Dos, parce que moi j'ai toujours été une grande voyageuse. Je suis partie à 17 ans faire un tour de l'Asie sac au dos toute seule, et j'avais envie de lier cette passion naissante qui était la cuisine et cette passion confirmée qui était le voyage. Et donc j'ai imaginé un concept d'émission qui, bon an mal an, est à peu près Fourchette et Sac à Dos. Et je suis arrivée donc chez les directeurs de programmes que j'ai pu rencontrer. J'avais quelques entrées grâce à ma maman, merci à elle, et qui m'ont regardé de travers en me disant pourquoi la cuisine. Ensuite une émission qui était quand même un peu onéreuse. Ils m'ont dit non, on laisse tomber. Bon, bref. Finalement, je me suis rendu compte que j'arriverais jamais à rien à travers ce concept, sans doute trop ambitieux pour un début. Et donc, j'ai imaginé de faire la cuisine que je faisais dans ma cuisine pour mon mec et mes copines. Et donc, voilà, ils ont cru en l'émission, ils l'ont proposée à plusieurs chaînes et c'est Eva qui l'a prise. Ça vous a plu tellement, la télévision, qu'à ce moment-là, vous avez cherché d'autres idées, d'autres concepts, Alors non, ce qui est d'autres paradoxal, producteurs? Ouais, ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait, ça me plaisait pas. J'ai jamais vraiment imaginé en faire, mais pour moi, c'était un langage évident. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'avais envie d'en faire un métier, je l'ai même pas formulé comme ça. Mon occupation principale, il y avait la critique gastronomique, il y avait l'écriture, des livres, il y a eu la presse assez vite, et puis naturellement, je me suis dit, il faut faire une émission, parce que cette cuisine que je propose et que je ne trouve pas à la télé, il y avait Robuchon, il y avait Maïté, comme vous disiez, il y avait Coff, mais c'était des gens qui m'inspiraient, mais en même temps qui ne reflétaient pas mon approche de la cuisine. Donc je me suis dit, puisque ça n'existe pas, faisons-le. Mais c'était pas pour faire de la télé, j'ai jamais eu envie de faire de la télé, paradoxalement. Sauf que j'avais un rapport tellement décontracté, tellement naturel avec ce média, parce que j'avais été élevée là-dedans, que je me disais, c'est une partie de mon travail. Mais par exemple, on m'a souvent demandé si j'avais envie d'être actrice. Je pense que c'est le dernier métier que j'avais et que j'ai toujours envie de faire aujourd'hui. J'ai une admiration sans borne pour ma maman et ceux qui le font. Mon meilleur ami est comédien à la Comédie Française. Je suis passionnée, j'adore aller au théâtre. Mais je trouve que c'est un métier... Vous n'êtes peut-être pas comédienne, mais vous êtes quand même une excellente interprète, par la force des choses. Mais c'est très différent. C'est très différent parce qu'il n'y a pas de, j'espère, pas de composition. C'est-à-dire que moi, mon créneau, et je l'ai pris sans le réfléchir, mais c'est d'être
complètement naturel. Pour 2 raisons. D'abord parce que j'espère l'être dans la vie et que je ne sais pas faire autrement. C'est presque un parti pris intellectuel, mais pour l'instant, ça m'a plutôt réussi. Et deuxièmement, parce que je pense que pour la cuisine, c'est important. C'est-à-dire que je me rends compte que les gens ont l'impression que le plat est plus facile à faire et rentrent plus facilement dans ce que je dispense, dans la recette en l'occurrence, ou autre chose. Et à partir du moment où vous leur parlez comme on se parle là à l'instant, ou comme je parle à mes copines ou à ma mère, ça va rendre la cuisine plus accessible. Julie a ce regard de proposer à celui qui mange tous les jours aujourd'hui des produits de consommation courante, c'est-à-dire des produits de grande distribution, des produits surgelés, utiliser les nouvelles technologies qui sont des vieilles technologies finalement, puisqu'il s'agit de micro-ondes, de la vapeur, etc. Comme je n'aime ni les odeurs de cuisson, ni la friture, et encore moins les poêles à nettoyer, j'ai trouvé une parade, c'est les œufs bacon au micro-ondes. Et tout cet assemblage et ce regard neuf permet au quotidien de s'amuser autour de la cuisine et de se faire plaisir. J'adore. On pourrait dire que Julie cuisine comme l'oiseau chante. Et sans plus de discours, allumez votre four. La télé vous plaît peut-être moyennement, mais dans le même temps, vous commencez à RMC Oui. à faire de la radio. C'est vrai, radio. Non, mais la télé me plaît. C'est-à-dire que pour moi, c'est hyper naturel, quoi. C'est-à-dire que j'ai jamais le trac. J'arrive sur le plateau, je fais mon truc. Le seul trac que je peux avoir, c'est la recette. C'est de me dire, est-ce que ça va marcher? Quand je fais la cuisine en direct, comme je le fais pour France 5 le soir à 19h, là, oui, j'ai le trac parce que je voudrais que mon plat soit bon. Mais sinon, la télé, ça n'a pas de portée. Tous les médias lui sont accessibles. Elle a pris une place que personne n'avait prise jusqu'à maintenant. Et la radio, alors où est le plaisir? À la radio, beaucoup de plaisir. D'ailleurs, je ne connais pas une personne qui ait fait de la radio et de la télé qui ne dise pas qu'il préfère la radio. C'est quand même étonnant. Je pense, en tout cas, pour ce qui me concerne, c'est lié au fait qu'on contrôle tout. Comme quand on écrit un bouquin, enfin on contrôle tout, il y a heureusement de la technique derrière et on a éventuellement un assistant, mais néanmoins on est quand même en rapport direct avec le média, il n'y a pas de filet, quoi. Il n'y a pas le support de l'image qui permet éventuellement de récupérer le coup, de faire un numéro de charme. Alors là il faut être efficace et j'aime bien cette idée du choix des mots qui doit être forcément pertinent, plus posé. Et j'adorais la radio. Ensuite, j'ai passé pas mal de temps à Europe 1. Je recevais, c'est une émission que j'avais imaginée, que j'avais proposée à El Kabbach, qui m'avait très gentiment proposé cette case, où en gros, je recevais des gens qui avaient a priori pas grand-chose à voir avec la cuisine, voire rien du tout, des personnalités que j'interrogeais sous l'angle de leur rapport à l'alimentation. Et c'était très amusant, c'est dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es, j'ai rien inventé. Et il se dévoilait énormément sans s'en rendre compte. Et bon, ça n'avait rien de, enfin j'espère, de voyeuriste, mais finalement on se rend compte que quand on entraîne quelqu'un dans une cuisine, on évoque l'enfance, on évoque la sensualité, on évoque le rapport à la famille, on évoque le passé, il y a plein de choses qui reviennent sans qu'on en ait l'impression. C'est ce que nous venons de faire d'ailleurs. Oui, alors, sauf que moi, ça prend 90% de ma vie, de mon temps, de mon esprit. Mais on peut. Je parle de l'importance de l'enfance, de l'environnement. Oui, absolument. Etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, on mange tous 3 fois par jour, et donc la cuisine, elle infuse dans tous les domaines de la vie quotidienne. Donc, par ce prisme-là, par ce biais, et encore la cuisine, c'est restrictif. L'alimentation, on peut aborder tous les domaines. Voilà, alors vous avez fait vos classes à la télé, vos classes à la radio, vous savez écrire des recettes, c'est quand même la chose la plus étonnante, alors que vous n'avez jamais fait d'école de cuisine. Pas besoin d'avoir le brevet des collèges quand même pour écrire des recettes. Mais la cuisine de Julie, ça suppose un choix. Un choix, c'est-à-dire? De recettes. Oh, ben non, il n'y avait pas de choix, il y avait les recettes que... Non, vraiment, j'ai eu liberté totale. Après, l'écriture de recettes, c'est vrai que oui, c'est un exercice comme un autre, mais qui est assez facile à attraper. Mais moi, je me suis toujours dit que je m'adressais à ma maman. Une fois de plus, je l'embrasse bien fort, mais parce que je me disais que si ma maman pouvait comprendre une recette, tout le monde pouvait comprendre la recette. Et d'ailleurs, le 2e livre que j'ai fait, ça s'appelait « La cuisine expliquée à ma mère », où j'ai effectivement écrit des recettes, qui étaient mes recettes, que je lui ai soumises d'un point de vue textuel, et elle les a relues, et elle me disait « c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça ?» machin. Elle m'a fait des questions, mais surréalistes. Je me souviens d'une recette où je lui avais écrit un rouleau de pâte feuilletée. Elle me disait, je ne savais pas qu'il y avait des rouleaux à pâtisserie spéciaux pour la pâte feuilletée. Elle pensait que c'était... Voilà, donc c'était magnifique, c'était de la poésie. Tant qu'elle ne l'a pas fait cuire. Oui, elle m'en a fait des sérieuses. Mais voilà, bon bref, chacun sa spécialité. Et on peut être une très bonne maman sans savoir cuisiner. Est-ce que vous êtes dit que vous aviez passé votre brevet professionnel le jour où on vous propose de travailler sur la chaîne spécialisée qui est Cuisine TV? Alors, pas question d'être à Malacca sans goûter au fameux crabe. Et ici, il faut savoir que la recette fétiche de Malacca, c'est le chili crabe. Ici, elles sont plutôt grillées directement, sur le grill, à la braise.
Ça, c'est moi, c'est mon favori. I like it this one. Ou à partir du moment où on a une base de cuisine française, c'est formidable d'utiliser les ingrédients et les histoires des autres cuisines, en fait. C'est un reblochon bien fait. Et donc le principe, c'est de lécher le noyau. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour faire de la télé quand même, je vous assure. C'était surtout l'aboutissement du concept que j'avais proposé à Teva à l'époque, c'est-à-dire la cuisine à travers le voyage, la découverte d'un pays à travers la cuisine, dans les deux sens. Mais je ne l'ai pas pris comme une consécration professionnelle, parce que j'avais déjà... Quand on est engagé par Gomillot Magazine pour aller faire 8 pages sur Michel Bras, sur, en l'occurrence, Jean-Marie Amat, Jean-Luc Tartarin, des grands chefs, on a l'impression d'un sacré bizutage quand même gastronomique, plus que quand on fait la maline sur Cuisine TV, même si c'est une chaîne qui évidemment était importante pour moi. Donc non, c'était l'aboutissement d'un désir très prégnant de voir naître cette émission. Et ça s'appelle Julie autour du monde. Oui, c'était les prémices de Fourchette et Sac à dos. Le brevet grand public, c'est TF1 ? Alors, le TF1, c'est surtout le brevet de productrice, qui était important pour moi, parce que c'était la première fois que je montais ma maison de production et que je produisais quelque chose. Donc, on en a fait quand même entre 4 et 500, de petits formats de 2 minutes, diffusés à 13h. Alors, évidemment, grosse exposition, mais petits formats, mais grosse exposition. Donc, j'étais pas frustrée. C'était intéressant d'être obligée de raconter une recette, et derrière une recette, une histoire, parce que si c'est juste la recette, ça ennuie tout le monde. Donc, de la scénariser en 2 minutes. Quoi de plus agréable que d'offrir dès le matin un gâteau fait maison à votre petite famille ou à vous-même? Vous voyez le genre qui met tout le monde de bonne humeur, un peu comme dans les pubs de céréales. Ce que j'aime dans la recette de ce gâteau, c'est que non seulement il est très facile à préparer, il peut être consommé tout au long de la journée, en dessert ou au petit déjeuner évidemment, mais surtout il est très bon pour la santé. Et pourquoi? Parce que j'utilise des farines non raffinées, comme la farine complète. Il nous faut à peu près 350 grammes pour 8 personnes. N'hésitez pas à en faire une grande quantité parce qu'il se conserve très bien. Toujours pareil, du sucre non raffiné, du sucre roux. Là, on compte à peu près 150 grammes. Des flocons d'avoine, toujours parmi les céréales complètes, et il en faut à peu près 250 grammes. Voilà. On va mettre le beurre. Là, j'ai compté 200 grammes de beurre fondu au micro-ondes. C'est ce qu'il y a de plus simple. Et maintenant, on remue. Alors voilà, on doit obtenir une pâte un petit peu sablonneuse. Et pour pouvoir démouler le gâteau, on va rajouter un œuf. On le fouette à part. Et zou. On ne fait jamais mieux la cuisine que quand on y plonge les mains. Voilà, comme ça, vous amalgamez la pâte plus facilement. Et on va étaler la moitié, attention, hein, ne confondez pas, la moitié de la préparation. Voilà, on fait une couche bien homogène. Ensuite, on va garnir le gâteau avec des fruits de la saison. Moi, j'ai choisi des groseilles, des fraises, pourquoi pas des myrtilles, à peu près 400 à 500 grammes. On n'a plus qu'à recouvrir avec le reste de pâte. Et maintenant, on va mettre tout ça au four pendant 40 minutes, le four qu'on a évidemment préchauffé à 180. Thermostat 6, je suis sûre que vous l'aviez deviné. Démouler, trancher et ensuite à servir avec une crème anglaise si c'est un dessert ou avec du yaourt en guise de petit déjeuner. Il y aura une suite à Julie Cuisine, en fait, sur TF1. Alors, il y avait pas de suite. Non, il y a eu, absolument, il y a eu quelques formats qui ont suivi et qui, en fait, déclinaient une idée que j'avais eue, que j'ai jamais réussi à monter, mais je ne désespère pas, qui est simplement, d'ailleurs, l'adaptation d'un format anglais. Je le dis parce qu'on se gargarise trop souvent d'avoir inventé des trucs. Moi, j'ai rien inventé, mais en tout cas, je l'ai fait. On l'a ensuite fait sur Internet parce que j'ai pas réussi donc à le vendre en télé. Ça s'appelait Julie chez vous, et l'idée était d'arriver chez des gens, des anonymes. C'était un peu les prémices là aussi de la télé-réalité en cuisine, et de cuisiner avec ce que je trouvais dans les placards, le réfrigérateur, le congélateur, de préférence le moins de choses possible, donc d'improviser avec les restes, et on le faisait pour de vrai. Je savais pas où j'allais, je connaissais pas les gens, et ça, je me suis bien marrée. Et donc j'ai finalement fait pour féminin.com, qui est un site, une plateforme, voilà. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. J'avais envie que l'idée naisse, qu'elle soit en télé ou ailleurs. Congélateur, tout est dit, hein. Non, parce que... Là aussi, c'est pas votre truc, hein. Non, puis je trouve que la bouffe congelée, ça ressemble à rien. J'ai jamais vu ça de ma vie, hein. C'est extraordinaire. Normalement, il y a toujours un vague truc qui traîne, d'ailleurs souvent totalement décongelé, recongelé. Non, là au moins c'est clair. Ah bah si, quand même, il y a une bonne réserve là. Un pain sans croûte, c'est-à-dire pain de mie sans croûte. Exactement. Ça, c'est ton raffinement. Ça, c'est la sortie du lycée, ça. Ah bon? Et ça, pourquoi? Parce que toi, la croûte, non, t'aimes pas. Non, ça fait toute la différence. Ah ouais, totalement. Ah bah dis donc, elle a un sacré palais, hein. Voilà. Julie, vous avez quand même une vie extrêmement complexe, puisque on voit bien que vous voulez tout faire, toute la gamme des activités, depuis l'écriture, la conception,
l'interprétation. La Et production. vous voulez aussi faire la production. Est-ce que vous êtes organisé Je suis d'abord très bien entourée. J'ai une associée, Sylvaine Landon, qui m'aide beaucoup et, en production et même au-delà sur la partie conseil, parce qu'on fait pas mal de conseils dans le domaine de l'agroalimentaire, même avec la restauration collective, parce qu'on a... Enfin, moi, j'ai l'ambition de faire un tout petit peu évoluer la façon que les gens ont de manger, donc c'est pas seulement dans les restaurants gastronomiques que ça se passe. Donc oui, on a pas mal de casquettes, et donc on travaille à 4 dans un petit bureau, et donc il y a du monde autour de moi quand même. Donc c'est essentiellement ça. Je suis très mal organisée. Je suis quelqu'un qui a l'habitude de la solitude. J'ai été élevée comme ça, donc c'est un bordel organisé, mais c'est assez, comment dire, imperméable. Heureusement, j'ai des gens qui ont appris à pallier ça et s'arrangent avec ça et structurent mon travail et en tirent le meilleur parti. En fait, vous êtes entrepreneur, vous avez une société. Oui, mais je plafonne, honnêtement. Je ne suis pas quelqu'un qui sait faire du business, j'aimerais bien. Sans fausse modestie, je pense que je suis, moi et les gens qui sont dans ce milieu, un peu assises, on ne va pas dire sur un tas d'or, mais il y a un boulevard. Dans le domaine de l'alimentation, mais plus largement de l'art de vivre, comme on dit, du bien-être, c'est évident qu'aujourd'hui, c'est le moment où il y a vraiment des tas de choses à développer et qu'en plus, la France, vis-à-vis de l'étranger, a quand même une image, un patrimoine, une culture, une crédibilité qui est évidente et qui a tout lieu d'être valorisée. Donc, je pourrais aller beaucoup plus loin. On me parle systématiquement d'une femme aux États-Unis, pour ceux qui la connaissent, qui s'appelle Martha Stewart, qui est une des plus grandes réussites dans les médias, dans le domaine de l'art de vivre. Mais avant tout, Martha Stewart, c'est surtout une super chef d'entreprise, ce que je ne suis pas du tout. Donc peut-être qu'un jour, je trouverai le binôme qui sera ce méga chef d'entreprise. Mais pour l'instant, on fait ça artisanalement, avec, je crois, un petit peu de passion, enfin beaucoup de passion et un peu de discernement. Et voilà. Vous avez quand même systématiquement varié les angles de livre en livre. Ah oui, j'ai une politique éditoriale totalement chaotique, si c'est ce que vous voulez dire, je le pense. Au contraire, c'est la diversité qui fait le plaisir du lecteur. On m'a dit le contraire. On m'a dit qu'en fait, et je pense que c'est pas faux, que si j'avais voulu vendre davantage, avoir une image plus cohérente, plus identifiable, il aurait fallu s'en tenir à 1, voire 2 au maximum éditeurs, avoir un photographe, voilà, que les gens sachent vraiment où vous situez. Mais le problème, c'est que moi-même, je ne sais pas où je me situe, et heureusement d'ailleurs. Quand vous faites tout cru, ouais. C'est parce que vous considérez quand même que les gens, il y a plein de lecteurs qui vont être heureux. Oui, c'était un peu trop tôt, tout cru. Il y a quelqu'un que j'admire beaucoup, qui est Marguerite Yourcenar, qui dit c'est d'avoir tort que d'avoir raison trop tôt. Et je dois dire que là, j'étais un petit peu en avance. Mais bon, voilà, c'est pas un livre qui s'est très bien vendu, mais c'est vrai que je le portais en moi et je me disais, bah tiens, finalement, on arrive à imaginer, à créer que dans la contrainte. Donc là, ma contrainte, c'était de me dire, je vais faire que du cru, parce que je mangeais comme ça. Je trouvais que c'était une façon intéressante de se nourrir, d'avoir évidemment des vitamines, des minéraux, et puis même de créer des plats différents. Donc j'ai fait des salades avec des légumes crus, qu'a priori on ne mangeait pas crus, de la viande, et je suis allée au-delà du tartare et du carpaccio. Mais c'est toujours instinctif, c'est toujours parce que tout d'un coup je me dis, tiens, explorons. Et le canard à cause des olives? Alors le canard, c'était l'idée, oui, ça aurait pu, non, c'était de se dire, on va traiter d'un sujet, d'un animal qui se cuisine de toutes les façons possibles, parce qu'on peut faire un magret de canard à la vapeur, c'est délicieux, il est dans le livre. On peut cuisiner évidemment le braiser, le mettre en cocotte, le rôtir, on utilise le foie, on utilise les coups, tout se mange dans le canard. Et qui à la fois était représentatif d'une cuisine très, très contemporaine et urbaine, parce que le foie gras, le magret, ça peut être du tout venant, enfin, le foie gras, hein, pour des raisons différentes, un peu moins, et aussi très traditionnel, très terroir. Et je trouvais ça marrant de faire l'aller-retour entre les deux, entre Figeac, où on a réalisé le livre, et Paris. Non, mais parce que quand vous faites le canard de Julie, vous pourriez faire le dindon de Julie. Ouais. Oh, mais je peux partir sur n'importe quel sujet, il n'y a aucun problème. Mais ce qui est le plus difficile, c'est ça, c'est d'avoir carte blanche. Quand on me dit, donnez-moi n'importe quelle recette, c'est comme quand les gens me demandent un restaurant et ils me disent, j'ai envie d'un bon restaurant. Je dis, mais attendez, vous avez envie de quoi? Quelle ambiance, quel endroit, quelle cuisine, quel fantasme. Vous le disiez en commençant cette émission, vous disiez, j'ai un cousin qui s'appelle Marc Lévy. Pour le connaître aussi un peu, je sais que c'est un grand cuisinier.
C'est un très bon cuisinier, il adore ça et on en a très envie de faire un truc ensemble un jour. Mais en tout cas, oui, c'est quelqu'un qui n'aime pas beaucoup sortir, donc qui a l'habitude de faire la cuisine chez lui et qui prend beaucoup de plaisir. Ouais. La chambre à coucher est toujours plus petite que sa cuisine. C'est vrai, je vois que vous le connaissez bien. Oui. Non, je ne connais pas tous ces appartements. La chambre à coucher quand même. Étant donné que c'est un globe-trotteur et qu'il n'est jamais dans la même ville. Non, mais vous croyez qu'il y a un gène dans cette famille, un gène de la cuisine? Alors, un gène, il y a un terroir mental, alors, parce qu'on n'a pas de sang commun avec Marc. C'est un cousinage par alliance. Nos grands-parents sont épousés. Mais il y a une curiosité et il y a une... je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. J'ose espérer qu'il y a une forme de liberté. Il fait ce qu'il aime, moi aussi. Il le fait avec un immense professionnalisme. C'est un énorme bosseur, au-delà de son intelligence, évidemment, et de sa perspicacité. Et loin de moi l'idée de dire que je fais la même chose, mais simplement, en tout cas, oui, dans l'instinct et dans la liberté à se dire j'aime ce que je fais, et donc si j'aime, et si je suis passionnée, et si je le fais bien en bossant un peu, ça va marcher. Ouais, ça, on a ça en commun. Le contemporain, il mange de manière différente qu'il mangeait hier et qu'il mangera demain. Je pense que Julie saura suivre ce tempo et cette évolution dans la manière de se nourrir. C'est encore la meilleure technique. Alors Ducasse, très important d'abord pour ce qu'il représente de réussite, d'approche de la cuisine, d'ouverture d'esprit. Évidemment, c'est un immense cuisinier, un immense technicien, mais c'est aussi un très très grand chef d'entreprise. C'est quelqu'un pour lequel l'approximation n'a pas de place, donc qui vérifie tout, qui a le sens des gens, qui sait exactement comment employer, dans le bon sens du terme, les gens pour leur permettre de développer leur meilleure qualité. Donc un grand manager, ce que je ne suis pas. Un visionnaire aussi par rapport à ce que sera la cuisine de demain, à ce qu'il est lui, à travers son image et son positionnement. Qu'est-ce qu'il vous a appris à vous, Julie Andrieux, productrice, tout ça, animatrice, créatrice à la télé? Productrice, probablement rien, mais dans l'approche de la cuisine, que le plat n'est pas tout, que la recette n'est pas tout, que pour reprendre le titre d'un livre d'un de ses maîtres, quelqu'un qu'il a toujours vénéré, qui est Alain Chappelle, qui est aujourd'hui disparu, le titre du livre d'Alain Chappelle, c'était « La cuisine, c'est beaucoup plus que des recettes ». Ça pourrait suffire à résumer la démarche d'Alain Ducasse. Et c'est sans doute ce qui m'a permis... ou m'a désinhibé, m'a permis de penser que je pouvais aller au-delà justement d'un simple exercice de recettes ou à la télé ou dans les magazines, et qu'il y avait un champ beaucoup plus large. Okay. Il est sucré la compote. Ah bon? On peut dire que Pierre Hermé, c'est vraiment un ami et quelqu'un que vous admirez. C'est absolument quelqu'un qui m'inspire énormément, c'est quelqu'un que j'admire, qui a une énorme connaissance de son métier, qui a une approche à la fois très sensorielle, très instinctive et très réfléchie. Une très très grande culture, et pas seulement de son métier d'ailleurs. C'est quelqu'un qui est vraiment... qui s'intéresse à toutes sortes de choses, très différentes, et je pense que ça nourrit sa création. J'appréciais beaucoup l'approche de Julie, qui est qui est très proche du public, c'est-à-dire qu'elle cherche à faire des choses originales, mais toujours très simples, avec les produits qu'on peut trouver très facilement, et j'aimais bien cette approche. Moi j'appelle ça un pain, j'appelle ça le pain sportif. C'est un pain aux graines et aux fruits secs. Sportif parce qu'il est assez dur, donc il faut pouvoir le couper. Non voilà, je l'ai volontairement cuit pas mal, parce que moi j'aime bien quand il est un peu sec. En fait, je le sers plus avec du salé qu'avec du sucré, mais c'est très bon avec de la confiture. Mmh. C'est bon, ça te plaît? Toi, ça te plaît? Juste un peu plus de sel. Un peu plus de sel. Peut-être un petit chouïa moins cuit. Un peu moins cuit. Mmh. C'est un plaisir de travailler avec Pierre. On a fait ce livre Confidences sucrées ensemble, et j'espère qu'on aura encore l'occasion d'en faire d'autres. Je crois que c'est un désir réciproque. Et l'idée du livre, c'était de partir des grands thèmes de la pâtisserie, les mousses, les gâteaux, les tartes, etc. De proposer chacun des recettes avec nos approches forcément très différentes. Les recettes beaucoup plus sophistiquées de Pierre et plus accessibles pour moi. Et surtout, au-delà de ça, de créer un dialogue entre nous, à travers lequel moi je lui demandais quels étaient les secrets pour réussir et une tarte et un gâteau
gâteaux, etc. Et donc de donner des clés, ça procède toujours de la même chose, c'est d'aller au-delà de la recette. C'est de permettre aux gens de se simplifier la vie, de réussir les plats qu'ils ambitionnent de faire, voilà, pour apporter du plaisir et surtout raconter une histoire encore une fois. Et je crois que tout simplement, il m'a appris à réfléchir ma cuisine, ma pâtisserie et ma cuisine, autant que de la faire. Vous n'avez jamais eu envie d'aller faire des stages chez les grands cuisiniers? J'en ai fait. Oui, mais Grâce à Alain Ducasse, des stages courts, mais je suis restée près d'1 mois dans la cuisine d'Alain Passard, où en gros j'étais tellement impressionnée que j'ai rien fait. C'est-à-dire que j'avais peur de faire le moindre truc, donc il me demandait d'épousseter les morilles ou de couper les œufs, mais c'était très intéressant de voir comment fonctionne une cuisine 3 étoiles dans un aussi petit lieu et avec une exigence aussi pointue que celle d'Alain. Autre Alain Ducasse, évidemment, qui m'a ouvert les portes de toutes ces cuisines. Donc j'ai fait un stage auprès de Benoît Witz à l'abbaye de la Selle, je suis venue à Paris aussi. Mais dans le fond, j'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup moins appris, pour être honnête, qu'à travers les livres et à travers ma propre expérience. C'était totalement empirique. Et c'est pour ça que je vous dis que je pense que ce qui me permet aujourd'hui de durer et d'arriver à communiquer mon intérêt, ma passion, c'est parce que j'ai fait les erreurs. Et que du coup, je les anticipe chez les autres. Sinon, si c'est un exercice de chef, je ne sers à rien. Comment se fait-il que vous n'ayez pas plus d'affinité avec Avec qui vous allez me fâcher, là, dites-moi? de personnes du tout? Je me demande pourquoi il y a si peu de femmes dans votre univers de cuisinières. Alors déjà, je vous l'ai dit, moi je ne suis pas chef, donc c'est difficile de parler au nom des chefs femmes. C'est vrai que je peux constater comme vous et comme tout le monde qu'il y a peu de femmes chefs. Il y en a de plus en plus. Je trouve que la cuisine des hommes est beaucoup plus démonstrative, elle est souvent plus esthétique. La femme est une nourricière, même si elle est une grande créatrice, artiste ou pas. Il y en a évidemment, il y a des femmes qui font des choses sublimes et la plupart du temps, quand elles arrivent d'ailleurs à un certain niveau, c'est que justement elles sont souvent meilleures que les hommes parce que c'est plus difficile d'y arriver. Mais néanmoins, on retrouve toujours cette espèce de veine comme ça très terrestre, presque tellurique, d'un rapport charnel à la nourriture, qui est moins dans un exercice de style. Et moi, je trouve que c'est très agréable. Pour moi, il n'y a pas de hiérarchie, mais il y a une différence. Et si demain, ça ne marche plus à la télé, vous pourrez ouvrir un restaurant? Non. Pourquoi aussi brutalement non? Mais parce que je sais que les 2 métiers que je n'ai pas envie de faire, c'est d'ouvrir un restaurant, d'être chef. Alors restaurateur, c'est autre chose, mais je n'ai pas plus envie, honnêtement, et d'être actrice. Parce que ce sont sans doute les 2 métiers que je connais le mieux et qui ne me font pas rêver. J'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui le font, la preuve, on en a déjà parlé. Mais moi, ce qui me plaît, c'est pouvoir bouger. C'est le voyage. C'est le voyage, et puis c'est de changer de. Alors, racontez-nous c'est là qu'arrive Fourchette, alors ça s'appelle Fourchette et sac à dos. Christophe de Chavannes, qui en est le producteur, moi j'en suis coproductrice à côté d'eux, vient me proposer une émission en me disant j'ai envie qu'on fasse un truc ensemble, une émission de cuisine. Intéressante, mais relativement traditionnelle dans son concept. Et je lui dis, écoutez, honnêtement, si c'est pour faire ça, moi, ça ne me branche pas. J'ai l'impression de l'avoir déjà un peu fait. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est ça. C'est de voyager et de découvrir un peuple, une population, une histoire, une géographie, faire des rencontres à travers la cuisine. Le condiment est assez dominant. Donc, pour ce qui est du goût, je dirais que ça se rapproche relativement du mouton, malgré tout. C'est pas mal, je pense que je pourrais m'en contenter. De toute façon, là, avec le morceau qu'ils m'ont mis, j'en ai pour 3 jours. Merci. Bon, tout ça est quand même totalement surréaliste et en même temps très sympathique. Nous sommes à 3800 mètres d'altitude, sur l'altiplano péruvien. On vient de sacrifier un alpaga. Visiblement, le ciel nous a entendus parce que tout à l'heure, il a un peu plu. On est en train de le manger, enfin autant que possible, autant que je peux arriver à dépioter cet animal. Je ne sais pas si on va réussir à faire plus exotique la prochaine fois, à moins d'aller sur la Lune. En tout cas, ne loupez pas la suite de Fourchette et sac à dos au Pérou. Riquísimo. Sí. Muchas gracias todos. Muchas gracias. Provecho. Gracias. Et donc, on reprend le concept qu'on avait déjà un peu installé sur Cuisine TV et on imagine quelque chose de différent dans ce même esprit. Et ça devient Fourchette et sac à dos. En gros, on part dans un pays
ou une région quand il s'agit d'un très grand pays. Et on parle de la région, de la population, de l'histoire à travers les flux migratoires. Enfin, on décrypte un pays à travers sa cuisine. On les attrape? Oula, dis donc, j'avais jamais vu des canaux. Là, mais c'est un objet, hein. Franchement, c'est très impressionnant. Ah, ça se réveille. Et on se rend compte, enfin, il me semble que la cuisine est extrêmement révélatrice de beaucoup de choses, d'une culture populaire. Et surtout permet de créer ce lien dont je parlais, parce qu'il n'y a pas de cuisine sans lien. Enfin, en tout cas, moi, elle ne m'intéresse pas dans ces cas-là. Parce qu'on arrive chez des gens qu'on n'aurait évidemment jamais rencontrés. En tout cas, moi, j'aurais jamais rencontré en dehors de l'émission, et probablement les téléspectateurs derrière moi. Et qui sont des gens qui sont souvent, parce que c'est un peu notre angle, des gens plutôt modestes. On ne va pas dans les grands restaurants, c'est pas l'idée. C'est vraiment, quand je parlais d'une cuisine populaire, c'est vraiment ça. Et qui sont toujours étonnés de voir qu'un occidental, avec en plus toute une équipe technique de caméra, s'intéresse à leur patrimoine dont ils n'ont pas forcément conscience du prix. Et donc ça crée un lien très touchant. Ouais, alors qu'à l'inverse, vous démontrez que précisément c'est probablement le patrimoine le plus commun à l'humanité. Oui, alors commun avec de grandes différences, mais commun dans la mesure où on mange tous 3 fois par jour, ça oui, c'est sûr. C'est-à-dire que tout le monde a un savoir-faire en cuisine, et par Absolument. la force des choses au départ. Surtout les sociétés traditionnelles. En fait, on a l'impression parfois qu'ils se rendent compte de la valeur de leur patrimoine culinaire à travers notre démarche, à travers le fait qu'on s'y intéresse, parce que forcément, ils n'ont pas la conscience de ça. Donc ce rapport est intéressant parce qu'il inverse un peu l'équilibre a priori entre les pays ultra-industrialisés que nous sommes. C'est bon, mais c'est ferme. Vous risquez d'être marraine d'un paquet de restaurants de cuisine exotique en France qui vont venir Alors, je sais attirés pas. par votre découverte. Il paraît que maintenant, il y a des écrans plasma dans les restaurants, notamment sur tous les restaurants asiatiques. Et alors, ils diffusent mes émissions, ce que je trouve drôle, off, sans le son. Mais en tout cas, je ne sais pas si je suis marraine de ces restaurants-là, mais je suis marraine de pas mal d'associations, à la fois le WWF, la Fondation Nicolas Hulot, parce qu'on essaye tous de se rendre un peu utile. Et donc, moi, j'essaye de le faire à travers mon métier. C'est pour ça que ce lieu est un bon choix. Hein. Merci, c'est aussi... C'est pas arbitraire. Ça s'appelle Merci, ce magasin. Ouais, c'est vrai que c'est un lieu très atypique, très inspirant, 1500 mètres carrés, où on trouve toutes sortes de choses, des objets qui ont été glanés dans le monde entier. Les bénéfices du lieu vont à des associations, notamment une association qui vient en aide aux enfants à Madagascar. Donc oui, c'est un bel endroit, ouais. Vous en êtes à combien de saisons de fourchettes? Alors là, on tourne la 4e année. Donc c'est un concept pérenne, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Tant que j'ai pas 3 enfants qui m'obligeront évidemment à rester en France, parce que c'est beaucoup de voyages, pour l'instant je peux continuer. Ouais. Vous pourriez demain... Avoir 3 enfants d'un coup? Oui. Ça se commande pas, hein, mais je pourrais, bien sûr, j'ai envie d'avoir 3, je sais pas, mais j'ai envie de, comme on dit traditionnellement, fonder une famille, bien sûr. C'est pour démontrer à maman qu'on peut faire les deux choses? Ah, mais elle en doute pas, maman, elle serait ravie, hein. Elle m'a jamais, là-dessus, elle m'a jamais bridée, hein. Mais justement, elle a la délicatesse, l'intelligence de pas, m'encombrer de ses ambitions personnelles, de ses souhaits, de ses désirs, parfois, j'imagine, regrets par rapport à sa propre vie. Vous avez une maison à la campagne, vous allez souvent. Oui. Vous partagez votre vie entre la ville et puis la campagne. Je pense que si on a une bibliothèque et un jardin, on n'a besoin de rien d'autre. Mais vous le faites, le jardin? Je m'y mets. Je suis terrible. Moi, je touche une plante, elle meurt. Mais en même temps, j'ai trouvé ça, justement, c'était un peu un défi. Je me suis dit, bon, j'avais ce besoin de nature. J'adore la campagne. Plus c'est paumé, plus ça me plaît. Donc là, c'est bien paumé. Et j'avais vraiment, c'est un besoin viscéral de planter mes racines quelque part. Et je m'y suis mise et je suis aidée du paysagiste des Guérards. C'est vous dire si on est proche et si c'est vraiment entremêlé dans tous les domaines de la vie et qui ont, à mon avis, parmi les plus jolis jardins. Et donc, on travaille tous les deux. Votre maison, c'est pas un secret, elle est plutôt en bordelais, on va dire. Hein. Donc, vous ne buvez pas? Pourquoi je bois pas? C'est une question. Non, mais si, je bois du vin, souvent. Si, j'adore le vin. Ah non, je bois, bien sûr. Enfin, je bois, ça fait un peu alcoolique anonyme. Non, mais je bois, j'apprécie ça. J'ai du mal à concevoir un repas... un bon repas, un repas festif, un repas d'amis sans vin, ouais, non. Donc vous êtes vraiment guéri alors du cycle terrible de l'adolescence, anorexie, boulimie, où là il n'y avait pas d'alcool du tout. Vous avez aussi une autre activité qui est celui de consultante, parce que effectivement tout ce monde
Ça va du rural jusqu'au bout du bout le plus sophistiqué de l'agroalimentaire. Ils ont besoin de gens comme vous qui ont un regard sur la façon dont on est à table aujourd'hui, on va dire. Absolument. Et je dois dire que ça fait partie, c'est une des activités qui m'intéresse le plus. Et si demain on me proposait de créer une gamme de plats pour la grande distribution, c'est là où je me sentirais vraiment le plus utile. Ou même de travailler pour une grande chaîne de fast-food. C'est là où j'aurais l'impression que vraiment ma parole peut avoir une portée, dans la mesure où j'apporte une nouveauté. Si c'est pour refaire un hamburger, personne n'a besoin de moi. Mais imaginons un hamburger végétalien, par exemple, moi qui essaye d'amener les gens à consommer plus de végétaux. Oui, là, tout d'un coup, je me sentirais effectivement beaucoup plus utile que si je restais dans le milieu un peu confiné et élitiste de la gastronomie. Mais l'un nourrit l'autre. C'est au contact des grands chefs que je peux aujourd'hui vulgariser un peu ce propos-là. Je m'en voudrais de ne pas vous dire un mot du dernier livre. Je trouve extraordinairement audacieux de vouloir faire un livre un peu définitif sur ce que vous appelez les correspondances. Ah oui, c'est vrai que c'est un peu casse-gueule, c'est un peu gonflé, ouais. Alors expliquez ce livre. Ah, il n'est pas définitif, déjà. Ça me fait plaisir que vous le disiez, ça me permet de vous dire qu'il n'est pas définitif du tout. Et d'ailleurs, je l'ai expliqué dans la préface. C'est un chemin, c'est un outil. C'est pas un livre de cuisine. Pour moi, c'est un outil de cuisine. En fait, l'idée, tout simple, c'est toujours pareil. C'est comme l'émission, c'est que il m'a manqué dans ma cuisine ce livre. Donc, je me suis dit, puisqu'il me manque et que personne ne le fait, je vais le faire moi. Et l'idée était toute bête, c'était de se dire, qu'est-ce qui va avec quoi ? J'ai appris ça notamment, j'étais éveillée à ça à travers Pierre Hermé, qui, lui, est un de ses copains pâtissiers, m'a dit, Pierre, il a un ordinateur dans la tête, pour ce qui est des correspondances de saveurs. Il y a beaucoup d'amandes amères, un peu moins. Ah, t'en auras mis moins. Ça t'enlève un peu le goût du potiron. Potiron. D'accord. Moi, j'aime bien le côté un peu fruité et en même temps très proche du goût qu'on a. On pourrait presque mettre dedans des petits morceaux de pommes. Ah oui, c'est vrai, pour apporter un peu de croquant. Et je me suis dit, finalement, en allant au-delà de la pâtisserie, qu'est-ce qui va avec le canard ? Alors, on sait que l'orange va avec le canard, que les olives... Mais est-ce qu'on sait que la framboise va avec le canard ? Non. Est-ce qu'on sait que le piment va avec la framboise ? Voilà, il y a des tas de correspondances comme ça, une espèce d'arbre, non pas généalogique, mais de constellation de saveurs. Et j'avais envie d'apporter cette information à travers une sorte d'annuaire de produits. Donc, il y a 200 produits qui sont les produits les plus couramment utilisés dans notre cuisine. Ça va du panais en passant par le veau. Et en fait, c'est pour permettre aux gens de développer leur créativité. Une fois de plus, c'est encore le leitmotiv, c'est aller au-delà de la recette et de la formule magique et un peu figée de la recette, en disant, en gros, vous savez cuire une viande, vous savez cuire un poisson, amusez-vous, et puis, pourquoi pas, oser mettre de la vanille avec le veau, parce que ça marche. Et c'est vrai que ça fait 13 ans, vous l'avez dit, 12-13 ans que je fais ce métier, et j'ai tellement goûté, j'ai tellement découvert, que ce soit à travers mon travail de critique gastronomique, de cuisinière, de voyageuse, qu'il y a eu un moment où j'ai eu envie de transmettre ces découvertes. Ces découvertes de rapports de saveurs. Alors, ce n'est pas la physiologie du goût, ce serait un peu prétentieux après Brillat-Savarin, mais il y a quelque chose de ça. Il y a, comme disait Alain Sandrin, qui est quelqu'un d'évidemment éminemment cultivé, notamment dans ce domaine-là, dans le domaine de la cuisine et des rapports entre les saveurs, il disait, moi je pense que non, le goût n'est pas relatif. Il y a quand même à un moment des grands traits et les gens qui ont une certaine culture de ça se retrouvent sur un goût, on ne va pas dire universel, mais sur un goût entendu. J'ai essayé de traduire ce goût entendu, avec quelquefois des correspondances qui ne sont pas de moi d'ailleurs, puisque j'ai ouvert le carnet à des chefs, à des grands chefs. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles ça marche si bien vis-à-vis de nous, c'est qu'on voit que vous avez l'amour de la cuisine. Ah oui, ça c'est certain. Une vraie sincérité par rapport à ça, sinon je serais incapable de le faire. Une vraie passion, pas mal de travail quand même. Je ne suis pas quelqu'un de doué, moi. Ça ne vient pas comme ça. C'est laborieux derrière. Je teste, je reteste, je fais des erreurs, je reviens sur mes erreurs. Et je pense que c'est cette démarche-là qui n'est pas vraiment un choix. J'étais obligée d'adapter un petit peu mon comportement à ce métier et à cette absence de ce que je considère être comme un don. Et du coup, je peux raconter ce parcours un peu laborieux, justement. Et je pense que les gens s'identifient d'autant plus à moi que si je leur avais dit, voilà, c'est venu comme ça, et je vous assure, c'est super simple. Non, c'est pas super simple, mais il y a des raccourcis. Merci, Julie. Donc, si j'ai bien compris, je sais tout ce que vous ne ferez pas. Vous n'ouvrirez pas un restaurant. Récapitulons, non. Enfin,
Faut jamais dire fontaine, hein, mais a priori, je crois pas. Bon, a priori, vous attendrez d'avoir 3 enfants pour vous en servir comme marmiton. Voilà, c'est ça. Non, mais on peut ouvrir un restaurant pour, d'abord pour promouvoir des chefs. Il y a certains chefs que j'ai rencontrés dont je trouve qu'ils ne sont pas assez connus et j'ai vraiment envie de les aider. Donc ça, oui. On peut ouvrir un restaurant en concevant une carte, ce que j'ai fait plusieurs fois. Mais moi, c'est l'idée. C'est pas l'idée de faire la cuisine, j'adore, mais l'idée d'être entre 4 murs tous les soirs, non, ça. Et puis à la tête d'une brigade, quand même, c'est un autre là, métier. rien que le mot, déjà, je suis la petite lumière au bout du sentier, moi. Oui. Et si demain, il n'y avait plus d'émissions à la télé? Écoutez, ça m'arrangerait d'une certaine façon parce que j'ai plein de projets que j'arrive pas depuis des années à mettre en œuvre parce que la télé prend beaucoup de temps, vous le savez. Et je pense qu'il n'y aurait aucune frustration. Après, évidemment, la télé permet de faire beaucoup de choses, hein, parce que c'est la fenêtre qui diffuse le message. Mais aujourd'hui, il y a d'autres fenêtres quand même. Il y a Internet, il y a les téléphones portables. Il faut s'intéresser à tous ces nouveaux médias, ce qui est mon cas. Et donc, non, ce serait sans frustration. Et il y aura toujours l'écriture. Il y aura l'écriture et la réalisation, et peut-être aussi quelques projets en dehors de la cuisine. Je vais peut-être m'accorder ça. Mais je prendrai un nom d'emprunt comme ma mère. Merci Julie Andrieux. Merci Philippe.